Bonjour à vous. Alors je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce que la maternologie m'apporte, ce qu'elle nourrit dans ma pratique professionnelle et m'aide à construire ce que je suis en tant qu'accompagnante en périnatalité. La maternologie, il s'agit d'abord d'une rencontre. Elle a eu lieu pour moi en novembre 2012, à Paris. J'assiste avec une amie au colloque de maternologie clinique. De nombreux intervenants sont présents, et notamment Véronique Bourreau-Louvet, Jean-Marie Delassus et François Dutré, ici présente. Je ne me souviens pas précisément des mots qui ont été dits, mais j'ai un souvenir franc de la résonance que cela a eu en moi, comme une évidence, un bien précieux au travers duquel je pouvais remettre un sens à mon travail, et surtout le sentiment que je tenais quelque chose que je me devais de nourrir et de ne plus lâcher. Je venais de rencontrer en moi cette approche maternologique que je vais tenter de partager avec vous. Cela reste sensiblement en mouvement, grandit au fur et à mesure des années, s'affirme comme une posture que je tente de défendre chaque jour, malgré notamment les nombreuses injonctions paradoxales imposées par la vie au travail, malgré aussi la surcharge de travail qui m'est également imposée, comme un appui sur lequel je peux me poser d'abord, puis y faire grandir une manière d'être ensuite. Les jours qui passent et les obligations professionnelles m'ont fait parfois l'oublier, même l'ignorer, mais j'y reviens inlassablement, obstinément, car c'est là où je trouve un réel sens à mon métier. De nombreuses autres formations ont également jalonné mon parcours depuis, chacune y apportant sa graine. Et cela fait maintenant 20 ans que je travaille en tant que puéricultrice au service de la protection maternelle et infantile de la Moselle. Depuis peu, en tant que coordinatrice de parcours en soins psychiques périnatales. Je fais partie d'une équipe mobile nommée Émotion Naissance, composée de 13 professionnels, des sages-femmes, puéricultrices, infirmières. Nous sommes toutes spécialisées en périnatalité. En PMI, nous accueillons tout type de famille, dès la grossesse et jusqu'aux 6 ans de l'enfant. La représentation de ce service est souvent liée à la notion de maltraitance de placement. Ces dernières années, notamment en Moselle, nous tentons de casser ces représentations qui entravent nos accompagnements. Nous les proposons à toutes les familles, quel que soit leur statut social, leur histoire. À partir du moment où il y a une demande d'aide, pouvoir offrir un accompagnement universel sans discrimination de milieu. Devenir parent fait appel à plusieurs éléments et notamment à quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'inconscient et qui vient émerger malgré nous. Notre socle psychique en est ébranlé par des secousses émotionnelles qui nous rendent vulnérables à ce moment-là. L'effondrement arrive, il se traverse plus ou moins sereinement, ou pas. La maternologie est notamment un lieu, un espace où l'effondrement peut se vivre, peut se penser. C'est une spécificité d'accompagnement. Elle n'est ni du domaine du médical, ni de la psychiatrie, ni de la pédiatrie. Elle est spécifiquement maternologique. Et c'est un état d'esprit où le don est la clé. Ce cycle du don, dont parlait Jean-Marie Delassus, fonde la possibilité de la mise en place de la relation. La maternité est une relation, la naissance est un don, celui de l'existence qui est donné comme un tout. C'est la manifestation de la totalité où la présence de l'autre est indispensable au bébé pour que s'effectue sa naissance psychique. Le bébé doit rencontrer son correspondant natal et le don pourra alors passer, chacun nourrissant l'autre. Le père est le premier maternologue de cette dyade et il permet par sa présence la mise en place de ce cycle du don. Mais si la mère est en difficulté, elle a peur de l'effondrement. Elle se sent incapable d'être mère, elle ne se sent pas mère de ce bébé-là. Et cette peur l'empêche de donner et de rencontrer son bébé. Quelque chose dans le cycle du don bloque cette femme dans son devenir mère. Seul le fait de vivre, de traverser cet effondrement, permettrait à cette femme de se rapprocher de son bébé. Mais pour cela, elle ne peut pas le traverser seule. Le psychisme maternel est tellement secoué qu'il ne peut pas faire face à ce séisme sans aide. Et la naissance psychique du bébé s'en trouve tout aussi ébranlée. Il a besoin de trouver son correspondant natal pour construire son identité psychique. Mais si la mère n'est pas au rendez-vous, il y a un risque de malnaissance pour lui, avec tout ce que cela implique au niveau de son développement psychique. Comment pouvons-nous accompagner en PMI ces mères, ces pères et ces bébés en souffrance de naître ?
Est-il possible d'adopter cette posture maternologique qui permet à chacun de se trouver en lui et de trouver l'autre pour qu'ait lieu la rencontre ? Car cette posture maternologique est un engagement dans le soin psychique. Nos formations de professionnels du soin nous amènent à une posture particulière. Nous apprenons à donner des conseils, à agir pour le bien de l'autre, à faire des actes médicaux, paramédicaux. Mais la maternologie implique une toute autre posture qui se situe davantage dans le non-agir. Elle peut être inconfortable au début, mais elle est essentielle. Soigner devient la possibilité pour l'autre d'agir et non d'agir à sa place. D'offrir un lieu d'écoute où tout peut être dit, mais tout ne peut pas se faire. Où les projections les plus sombres peuvent être verbalisées sans être jugées, sans être utilisées contre celui qui les dit et les ressent. Où les affects du bébé, ceux de la mère, y trouvent une place pour être vécus, pensés et ainsi digérés, détoxifiés ensemble, sans se déverser sur le bébé. Telle une enveloppe primitive de la mère, du bébé, tel un contenant, un appui pour ce correspondant natal en devenir, pour ce bébé en attente de naissance psychique. Il nous appartient d'être en contact avec ce que ressent l'enfant et d'utiliser cet outil essentiel qu'est l'attention à l'autre, à la mère, au bébé, à la dyade, afin de donner un espace pour expérimenter la rencontre. Et puis, il est essentiel d'avoir une vigilance particulière vers ce bébé clinicien qui est à risque de souffrance et pour qui nous avons à nous assurer de son état psychique en nous appuyant notamment sur l'allaitement au visage. Le bébé naît de ce que sa mère peut lui partager, dit Françoise Dutré. La correspondance maternelle est dans ces plages de partage entre la mère et le bébé. Elle peut se vivre dans cet espace de rencontre que nous, professionnels, pouvons leur offrir afin que l'expérience du don puisse se vivre. En PMI, la prévention occupe une place essentielle. Les premiers mois de vie postnatale y sont un temps privilégié. Ne laissons pas passer le temps de la prévention, nous dit Françoise Dutré. Il est possible d'y offrir un lieu de rencontre pour la mère et son bébé, où l'expérience du don peut se vivre. Je vous propose de partager avec vous l'histoire de Manon et de sa mère Marie, qui, à mon sens, illustre bien ce que peut être une situation maternologique et comment, avec ce que je suis et là où j'en suis, j'ai pu les accompagner. Je prends connaissance de cette situation par une liaison téléphonique qu'une infirmière du service de néonatologie d'un hôpital mosellan. La professionnelle m'explique que Marie, la maman, est âgée de 29 ans. Marie a accouché après un long parcours de FIV, à 37 semaines d'aménorrhée, d'une petite fille nommée Manon qui présente une hypotrophie. Son poids est de 2,85 kg à la naissance, son Apgar est scoré à 4 puis 10. C'est le premier enfant du couple. L'accouchement a eu lieu par césarienne. Une intense hémorragie est survenue juste après, sur un terrain d'endométriose. Marie a dû être opérée en urgence et a subi une hystérectomie totale. Elle a eu des douleurs intenses, me dit l'infirmière. Elle a fait un séjour en service de réanimation, puis a rejoint sa fille dans l'unité kangourou de l'hôpital. Le lien mère-enfant a pris, ajoute la professionnelle. Le père, âgé de 28 ans, est très présent. Marie a vu une fois la psychologue durant son séjour, mais elle a perdu confiance en elle car elle tire peu de lait au tire-lait, précise l'infirmière. Manon est nourrie de manière mixte. Elle garde un petit poids à sa sortie. Elle et sa mère rentrent au domicile. Manon est alors âgée de 14 jours. Elle est décrite comme un bébé très calme. Il est demandé un accompagnement PMI. Suite à cela, je prends contact avec la maman et rapidement nous fixons une date pour la visite dite de naissance. Manon a 20 jours de vie lorsque je la rencontre pour la première fois avec sa mère et son père à leur domicile. Un appartement cosy et très bien entretenu. Elle me donne le sentiment d'un bébé qui est là, sans être là, comme suspendu entre deux mondes. Marie, quant à elle, me donne l'impression d'une mère douce et désireuse de faire au mieux pour sa fille. Et le père semble prendre les choses avec une certaine distance. Rapidement, Marie me fait part de ses inquiétudes autour de la prise de poids de Manon. Elle ajoute « À la naissance, ça a été le plus difficile, de voir qu'elle était toute petite. » Elle dit culpabiliser. Elle parle peu de son accouchement durant cette première rencontre et m'explique brièvement qu'elle a fait une prééclampsie. Son mari ajoute « C'est comme ça », en levant les bras d'un air désolé.
Marie réagit discrètement à cette remarque en montrant son désarroi. Sur le séjour en unité kangourou, Marie dira « C'était dur de faire en fonction du rythme de Manon », car elle se sentait elle-même très fatiguée. Marie m'informe que son mari est au chômage et qu'elle devrait reprendre son travail dans le commerce en fin d'année, d'ici 6 mois. Ils ont acheté un logement dans une grande ville. Ainsi, ils veulent déménager dès que possible, notamment pour se rapprocher de leur famille. J'entends par cette remarque qu'ils sont isolés, ce qui se confirmera par la suite. Durant cette première rencontre, plusieurs informations me sont données et me seront utiles durant cet accompagnement. Lors de la pesée, par exemple, j'observe en silence comment chacun se vit dans cette nouvelle dynamique familiale. Manon se montre calme et j'ai le souvenir d'un bébé qui regarde beaucoup sa mère lorsqu'elle la porte. Puis, durant le temps du repas, j'observe ce temps d'allaitement au visage. Plus qu'un simple temps de nourrissage, c'est un moment essentiel qui donne accès à la dimension inconsciente de chacun, de cette rencontre, et qui permet, au-delà des mots, de sentir ce qui se vit pour la mère, pour le bébé, dans cette intimité du lien, où la question du don devient visible et permet de voir comment Marie intègre en elle la question psychique de la maternité, et comment Manon peut se nourrir du lait psychique de sa mère. Ce jour-là, c'était un moment tranquille, calme, où Manon se plonge durant plusieurs dizaines de secondes dans le regard de sa mère, qui se montre accueillant, doux. Marie lui parle aussi. Ses mots aussi sont doux. Rien ne présage d'une difficulté de rencontre à ce moment-là. Ma première visite prend fin. Nous convenons que je revienne pour surveiller le poids de Manon. J'apprends qu'en parallèle, un pédiatre de la ville va s'occuper du suivi médical du nouveau-né. En sortant de cette visite, je me souviens de mon sentiment mitigé concernant cette triade, entre des éléments difficiles du parcours de vie, d'autres éléments objectifs plutôt rassurants, et un sentiment de tristesse que je ressentais en les regardant. Ces éléments ambivalents ne me quitteront plus durant tout le temps de l'accompagnement. Lors des visites qui suivront, je mettrai un point d'honneur à laisser une place à chacun, à Marie, à Manon. Le père sera absent physiquement, mais il restera présent dans les paroles de Marie, dans les miennes. Je ne le reverrai plus durant 4 mois, comme s'il me laissait une place qu'il ne devait pas tenir. Mais je sais qu'il restera très présent, notamment pour sa fille. Ainsi, j'axerai mon accompagnement sur ce que nomme Françoise Dutré comme un double regard du bébé, de la mère, et une double écoute de l'histoire actuelle et celle du passé. Dès la 2e visite, Marie se montre fragile psychiquement et en a conscience. À chacune des rencontres qui suivront, elle a ce besoin de verbaliser son vécu de l'accouchement, d'y revenir inlassablement pour le revivre, le retraverser émotionnellement pour le transformer, le rendre acceptable, y mettre du sens. Elle raconte ce moment qu'elle a vécu comme traumatisant, où elle a eu le sentiment de mourir. Elle parle aussi des heures qui l'ont précédée, où elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais qu'aucun professionnel ne l'a entendue dans sa détresse. J'ai pris conscience à ce moment-là de l'importance pour moi d'accueillir cette détresse, sans la juger, de lui faire de la place. Car cette impression de ne pas être entendue ne se réduira pas uniquement aux professionnels qui l'entourent. Marie dira de ce moment douloureux « Je me suis prise 3 claques. La première, c'est la césarienne en urgence. La deuxième, c'est le petit poids de Manon. Je ne l'ai pas trouvée belle. Et l'hystérectomie, qui fait que je ne pourrai plus jamais avoir de bébé. Je ne pourrai pas revivre ce moment-là, qui aurait dû être magique. Je pensais que ça allait être la plus belle journée de ma vie, et ça a été un cauchemar. » Elle dit avoir le sentiment de passer à côté de bons moments et se sent continuellement dans une préoccupation, une angoisse, un vide, une souffrance maternelle. Lorsque la confiance est installée entre nous deux, je demande à Marie si elle se sent mère de cet enfant. Elle me répond que non, sans hésiter, l'air triste. Elle se sent coincée entre 2 mondes, celui du passé, qui au fil du temps mettra en lumière des événements qui précèdent l'accouchement, et celui du présent, où elle ne peut pas se sentir mère, et où la souffrance d'être prend toute la place. Elle se trouve aussi dans l'attente impossible d'une maternité idéale, réparatrice. Sa maternité actuelle n'est pas ressentie. L'utérus qu'on lui a enlevé représente pour elle cette maternité.
Mais s'il n'est plus, peut-elle encore être mère ? Elle exprime le fait qu'elle ne se sent pas entendue, d'abord par les professionnels, durant l'accouchement, puis par sa mère, son mari, à qui elle aimerait crier cette souffrance, mais qui n'y trouve pas d'écho. « Je ne leur en parle plus », dira-t-elle. Elle ajoute avoir été très présente pour sa mère lorsque cette dernière a fait un cancer du sein. « C'est moi qui étais active, qui la soutenais, qui parlais aux médecins, car elle n'y arrivait pas. » Comme si pour cette mère, il était impossible aussi de crier sa souffrance. Et pourtant, elle a gardé son sein, ajoute Marie, qui n'a plus son utérus. Elle aura besoin de me faire lire les différents comptes rendus médicaux de son accouchement, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, où Manon est née, où Marie a eu le sentiment de mourir. Je l'encourage à rencontrer son gynécologue, le chirurgien qui a effectué la césarienne. Elle ressent le besoin de mettre un sens à ce moment-là, de le retraverser. Elle a le sentiment d'avoir la poisse et précise que ça a toujours été là, comme une fatalité, comme une part d'elle aussi. Elle reviendra brièvement sur son parcours de FIV en précisant que les dernières années ont été très dures émotionnellement. J'y ai toujours mis un couvercle dessus. Elle ne parlera jamais de son enfance. Devant ce besoin criant d'exprimer cette souffrance maternelle, de l'accueillir, il m'a été par moments difficile de trouver un juste équilibre entre cette mère à qui il est essentiel de laisser une place au passé, au vécu, sans en oublier le présent, avec tout ce qu'il implique en termes de ressenti, et dans ce même présent, d'y faire une place pour le bébé, pour Manon, dans ce qu'elle vit et selon ses besoins de nouveau-né, et aussi de faire une place à cette nouvelle dyade qui tente de se trouver, de se rencontrer, de se déployer, de se construire. Laurence Carlier dira de cela qu'il s'agit d'une sorte de réanimation psychique conjointe en maternologie, dont l'objectif est de confronter parents et bébés à leur monde respectif. Ainsi, l'un des autres axes majeurs de cet accompagnement se situera dans la réalité de ce que vit Manon, au travers de son état clinique, qui nécessite une surveillance particulière, mais aussi dans ce besoin essentiel de trouver un correspondant natal afin de naître psychiquement. Au-delà du suivi médical, kinésithérapique mis en place, nos rencontres trouvent un nouvel axe d'accompagnement. Se situer dans l'instant, avec ce qui est, et poser une attention sur ce bébé clinicien. Une place à Manon, qui a de multiples ressources. Nous nous pencherons ensemble sur ce berceau, puis sur ce tapis d'éveil, mais aussi dans les bras maternels. Ceci lors de chacune des visites. L'une des autres difficultés de cet accompagnement a été de trouver un équilibre entre une préoccupation réelle de l'état clinique de Manon, sans pour autant entrer dans une inquiétante préoccupation qui pourrait trouver un axe dangereux dans une autre façon de se pencher sur ce berceau, en écho avec cette difficulté maternelle naissante. Pour cela, l'appui du pédiatre ainsi que du kinésithérapeute a été essentiel, ce qui m'a permis d'axer davantage mon travail sur des moments entre Marie et Manon qu'elles ont partagés en ma présence et qui permettront à Marie d'observer avec moi que Manon n'est pas qu'un bébé fragile, mais aussi et surtout une petite fille qui montre de multiples compétences pour vivre et s'épanouir. Manon récupérera rapidement un poids satisfaisant. Elle montrera par contre une fatigabilité importante, ce qui limitait les temps de partage au début de l'accompagnement. Car nous ajustions selon ce qu'elle pouvait donner de sa présence à l'autre. C'était un bébé qui dormait beaucoup, comme si elle n'était pas vraiment née. Puis Manon montre rapidement des signes d'hypotonie axiale, qui nécessitent un accompagnement kinésithérapique en plus du travail maternologique. Conséquence de l'accouchement ou difficulté à trouver un référent natal ? Peut-être les deux, l'un nourrissant l'autre. À côté de cela, lorsque Manon est réveillée, elle s'agrippera visuellement beaucoup à moi durant mes visites. Et Marie me dira qu'elle regarde beaucoup son père. Marie pense que sa fille la rejette. Je m'appuierai également sur plusieurs outils, tels que le Brazelton, le Brunellésine, la grille de Bobigny, afin de m'assurer que Manon ne montre pas de signes de souffrance physique et psychique. Je tenterai d'objectiver autant que possible son développement psychomoteur. Et puis j'axe également mon accompagnement sur cette dyade qui éprouve des difficultés à se rencontrer. Ainsi, dans le non-agir maternologique, je propose une contenance psychique à chacune, en faisant de la place au ressenti actuel de Marie avec ce bébé-là, et à Manon qui a besoin de se nourrir d'un autre,
de se trouver dans l'autre, de trouver son correspondant natal, elle est à risque de souffrir de ne pas le rencontrer. C'est la mère qui donne sens à la vie pré- et post-natale, avec des plages de partage qui font naître à la vie relationnelle. Mais Marie dira de Manon qu'elle la trouve moche. Elle culpabilise de ressentir cela, de ne pas avoir pu donner naissance à un bébé en bonne santé. Elle voulait d'autres enfants et elle n'aura qu'elle, un bébé qu'elle ne trouve pas belle, qu'elle rejette, et dont elle pense être rejetée, avec qui elle ne prend pas de plaisir à partager des moments simples de vie. Elle a aussi le sentiment que Manon préfère son père, avec qui elle a des moments de complicité. Marie versera beaucoup de larmes durant nos temps d'échange autour de son ressenti de mère, ou plutôt de n'être pas mère. De sa relation à Manon, Marie dira « Je me force la plupart du temps, et avec moi, Manon dort beaucoup, comme si elle n'était pas vraiment là. On n'a pas beaucoup d'échanges toutes les deux. » Elle dit avoir le sentiment de passer à côté des bons moments avec Manon, car elle se trouve la plupart du temps dans une angoisse, une préoccupation, une inquiétude qui trouve écho dans l'état de santé de Manon. Un suivi psychologique pour Marie lui est proposé, mais cette idée restera en suspens durant un temps. Ce n'était pas le moment. Dans la réalité du moment, Marie se trouve ajustée à Manon. Les gestes maternels sont adaptés, sécurisants même. Elle lui témoigne des gestes tendres en ma présence, comme si le fait d'avoir une présence pour elle lui permettait d'être avec sa fille autrement. Mais elle dit être dans le faire avec Manon. Elle ne le vit pas, n'incarne pas sa posture maternelle. Elle en a pleinement conscience. Elle dira d'un moment intime avec Manon « Je ne réalise pas que j'ai eu un enfant. Aujourd'hui, je lui ai changé la couche, je me suis mis plein de choses en tête et j'ai pleuré. Elle me regardait, elle me souriait, mais moi je n'y arrivais pas. Marie précise « Je ne veux pas qu'elle en soit affectée. » Les moments de présence lors de l'allaitement au visage ont été un réel appui pour moi à ce moment-là. Rapidement, Manon montrera des temps d'allaitement au visage où le don physique est présent, mais où le don psychique, l'esprit du lait semble bloqué. À partir de l'âge d'1 mois et demi, elle n'ouvrira plus ses yeux durant les temps de biberon, malgré le fait que Marie se montre douce. En parallèle, la mère n'éprouve toujours aucun plaisir à nourrir sa fille. Parfois, Manon se débat durant le biberon, donne le sentiment de s'énerver. Par la suite, dès qu'elle est mise au sein, Manon se calme, comme si le don pouvait passer partiellement à ce moment-là. Mais c'est davantage en dehors de ce temps d'allaitement qu'elles se rencontrent, comme s'il était plus facile d'être ensemble dans des moments moins intimes. Mais lorsque Manon a 2 mois, et ceci jusqu'à ses 4 mois, l'accompagnement PMI se trouvera mis à rude épreuve. Malgré mes sollicitations, mes propositions de visite, mes contacts téléphoniques, Marie est difficilement joignable. Elle répond mais a visiblement besoin d'une certaine distance, de temps aussi. Mais Manon a-t-elle suffisamment de temps, elle ? Les mots entendus au téléphone uniquement, seul lien acceptable durant cette période, montrent que la difficulté de Marie à être mère persiste, mais en parallèle que Manon se porte bien, notamment en présence de son père. Et puis le suivi médical et kinésithérapique pour Manon se poursuit. Le lien téléphonique que je garde avec Marie sera, je pense, essentiel pour maintenir une préoccupation commune d'une mère et d'un bébé en devenir. Lorsque Manon a 3 mois et demi, l'état psychique de Marie s'aggrave. Elle s'éteint, elle a des pertes de mémoire, dort mal, se réveille en pleurant, fait des cauchemars. La nuit, elle a déjà eu l'impression de toucher le fond, et au matin ça va mieux, dit-elle. Elle a peur de l'effondrement, mais peut-être le vit-elle. Elle dit avoir des moments d'absence lorsqu'elle s'occupe de Manon. Devant ce mal-être maternel, un accompagnement autre devient nécessaire. Nous discutons avec Marie de la nécessité de repousser sa reprise du travail et des autres possibilités d'accompagnement. Je lui propose notamment de prendre contact avec l'unité mère-bébé du département voisin, car nous ne disposons pas de structure adaptée à ce jour à l'accompagnement périnatal. Elle est d'accord, et après discussion avec le médecin de cette unité, il est préconisé une hospitalisation, ou à minima, un suivi chez un collègue psychiatre. De mon côté, je m'appuie sur le groupe Émotion Naissance du département lors de supervision pour échanger sur cet accompagnement qui me préoccupe. Il a notamment été discuté de l'importance de ces temps de partage, mère, fille, professionnelle, qui permettent à Marie de voir Manon autrement et d'amener davantage d'authenticité dans la relation pour peut-être amener une évolution dans la dyade. Au fur et à mesure se dessineront des moments où Marie se sentira devenir mère,
mais ils resteront fragiles et peu fréquents au début, pour au fil du temps devenir l'essentiel des temps partagés. La préoccupation maternelle restera par moments empreinte d'angoisse, mais là aussi, à force de patience et d'attention focalisée sur le présent et sur les ressources de chacun, elle ne se nourrira que de l'essentiel du devenir mère. Marie aura besoin de revenir encore sur cet événement accouchement, avec de moins en moins de charge émotionnelle et davantage de pensées réparatrices. Elle éprouvera aussi de la jalousie vis-à-vis de Manon qui réclame et sait obtenir de plus en plus d'attention. Mais en l'accueillant lors de nos échanges, cette jalousie trouvera une place qui l'empêchera de prendre toute la place. Le suivi psychologique ne sera effectif qu'une fois la famille déménagée. Manon est alors âgée de 6 mois. Il se poursuit à ce jour chez une hypnothérapeute. Compte tenu du changement de secteur de la famille, j'ai dû passer le relais à une collègue. Nous avions fait une visite commune et durant cette visite, Marie dira « J'arrive plus facilement à l'embrasser », tout en lui donnant un baiser sur la joue. Marie nous parlera à nouveau de son accouchement durant cette rencontre, mais au-delà des moments qu'elle formulera, elle montrera une belle disponibilité pour sa fille qui cherche activement les interactions avec elle, comme si le poids du passé ne prenait plus autant de place et laissait la place à l'instant présent avec Manon. Marie n'a pas poursuivi l'accompagnement PMI. Elle a trouvé d'autres relais, tels que la psychologue. Elle parlera de ce déménagement comme d'un nouveau départ. Elle dira du développement psychomoteur de Manon qu'elle n'est plus inquiète, mais que pour elle, le chemin est encore long. Je reçois régulièrement des nouvelles de Manon et de sa maman. Et c'est avec un réel plaisir que je découvre les photos d'une enfant qui grandit et qui expérimente la marche, par exemple, avec un magnifique sourire sur les lèvres et les bras tendus vers l'objectif que je suppose être tenu par une main maternelle. Marie me dira que cela reste difficile pour elle par moments. Et elle ajoute « Je vous remercie sincèrement pour le temps accordé et pour votre accompagnement qui a été d'un grand soutien. » J'avoue que pour ma part, cet accompagnement a été éprouvant pour moi, car j'avais le sentiment de toucher par moments une difficulté maternelle qui aurait pu basculer vers quelque chose de non maternologique. Et puis, je me suis sentie démunie face à cette mère en souffrance. Je crois en même temps qu'au-delà de la confiance que m'a accordée Marie, j'avais également confiance en elle et en sa capacité à discerner, élaborer, mentaliser. Elle a conscience de ce qu'elle vit, et l'attention portée à Manon m'a permis de la voir grandir et développer des ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer. J'ai gardé en tête tout du long ce questionnement essentiel qui est de trouver le juste milieu entre le temps nécessaire à la mère et le temps précieux pour l'enfant, en m'appuyant sur différents outils qui m'ont permis d'être attentive autant à Marie qu'à Manon. Le don est partiellement passé entre Marie et Manon. Le père apportait aussi une nourriture affective essentielle pour Manon, ce qui lui a permis de grandir malgré tout. Mais qu'est-ce qui fait que Marie continue à éprouver un mal-être ? Peut-être qu'il aurait été judicieux de davantage travailler la question de la maternogénèse pour aider encore davantage Marie. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'autorisait pas à être mère ? Son histoire personnelle est venue bloquer en partie le don qu'elle aurait pu donner et recevoir de sa relation à Manon. Après en avoir échangé avec Claudette Buisson, médecin de PMI et maternologue, il est probable que Marie avait une difficulté liée à un stade de sa maternogénèse, celui de l'auto-attribution de la mère, qui pouvait bloquer le cycle du don. Davantage porter mon attention sur les répercussions de sa maternogénèse sur sa maternité actuelle aurait pu être une piste intéressante. Et comment concrètement favoriser cette mise en place du cycle du don ? Comment lever les blocages ? Telles sont les questions qui subsistent en moi. Ainsi, il me reste encore du chemin pour connaître, comprendre et saisir tout ce que la maternologie peut ouvrir comme champ des possibles. Elle est une approche en continuel mouvement qui nécessite d'être étudiée, approfondie, questionnée. Et elle peut être un réel appui pour aider ces mères en difficulté. En PMI, comme dans tout autre lieu où sont accueillis les mères, les pères et leurs enfants, elle est aussi une question difficile qui nécessite d'être posée régulièrement. D'autant plus que le temps de l'enfant n'est pas celui de la mère, et paradoxalement, la maternologie implique une temporalité spécifique. Elle se situe du point de vue de la mère qui ressent son bébé comme n'étant pas le sien, qui n'éprouve pas l'élan maternel, et du point de vue du bébé qui, dans cette difficulté à sentir son correspondant natal, est à risque de souffrir, de ne pas naître psychiquement. La PMI peut être ce lieu où la rencontre peut se faire, celle d'une mère mise au contact de sa maternité,
d'un bébé au contact de ce qu'il est, d'un père au contact de sa paternité. Celle d'une mère et son bébé qui, dans un bain sensoriel, y trouvent des possibles. Celle d'un père qui trouve sa place au sein de cette dyade. Et celle d'un professionnel avec ce qu'il est et comment il peut être avec cette famille-là. Il est essentiel de ne pas rester seul en tant que parent face à ces difficultés à le devenir, mais aussi en tant que professionnel, en partageant ce qui peut l'être. Laisser aux parents le temps de devenir parents, tout en assurant le bien-être de l'enfant. Tel est notre objectif. Merci pour votre attention.